Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France est un pays à genoux. Pourtant, en à peine 25 ans, elle va connaître l'une des transformations les plus radicales de son histoire, se réinventant complètement pour devenir une puissance moderne. Alors, comment une telle métamorphose a-t-elle bien pu se produire? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Tout part de là, de cette question centrale. 1945, c'est l'année de la victoire, de la libération, on fait la fête. Mais en coulisses, une toute autre histoire commence à s'écrire, celle de la fin de l'empire colonial. Et c'est ce grand paradoxe qui va façonner toutes les années à venir. Il faut bien comprendre une chose. À cette époque, la puissance de la France, sa place dans le monde, repose encore largement sur son empire. Le problème, c'est que cette base est déjà en train de se fissurer de partout. Et les secousses vont être d'une violence inouïe. Et quand on regarde la chronologie des événements, c'est juste implacable. C'est une série de crises qui s'enchaînent sans arrêt. Le jour même de la victoire en Europe, le 8 mai 1945, des manifestations sanglantes éclatent à Sétif, en Algérie. La même année, au Vietnam, Ho Chi Minh proclame l'indépendance. Et à partir de là, c'est l'escalade. La guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie. Il n'y a aucun répit. Aucun. Et dans cette série noire, il y a un moment clé, un vrai tournant. La défaite de Dien Bien Phu. Ce n'est pas juste une bataille perdue, non. C'est un véritable séisme psychologique. Pour la première fois, une armée coloniale issue d'un peuple colonisé bat une armée européenne. L'image de l'invincibilité de la France est brisée aux yeux du monde. À peine la page de l'Indochine tournée, un autre front s'ouvre, bien plus proche et bien plus douloureux, l'Algérie. Et cette phrase le résume parfaitement. Le moteur de cette guerre, ce n'est pas qu'une question militaire, c'est avant tout un sentiment profond d'injustice, nourri par des décennies d'inégalités flagrantes. Pour comprendre pourquoi ça explose, il suffit de regarder les chiffres. Ils sont saisissants. Les Européens, qui représentent 1/10 de la population, occupent 93% des postes de cadres. À l'inverse, la quasi-totalité des travailleurs agricoles, 98%, sont algériens. Ce n'est plus de l'inégalité à ce stade, c'est un système de caste. L'explosion était en fait inévitable. Le truc, c'est que pendant que l'Empire brûle, en métropole, ce n'est pas mieux. La crise est aussi politique. La 4e République, le régime en place, est complètement paralysé, incapable de gérer la tempête. Le cœur du problème, il est presque caricatural. C'est l'instabilité politique chronique. Impossible de trouver une majorité stable à l'Assemblée. Résultat, les gouvernements tombent comme des mouches les uns après les autres. Ils n'ont ni le temps ni l'autorité pour mener une politique claire, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Alors la question est sur toutes les lèvres, et elle est angoissante. L'Empire part en fumée, le gouvernement est impuissant. La France est dans une impasse totale, au bord de la guerre civile. Qui peut bien sortir le pays de ce chaos? Et c'est là, dans cette ambiance de crise extrême, qu'un nom que l'on croyait appartenir au passé refait surface, celui du général de Gaulle. L'homme de l'appel du 18 juin 1940 est rappelé au pouvoir en 1958 pour éviter le pire. Forcément, son retour met le feu aux poudres. Le pays est coupé en deux. En métropole, beaucoup espèrent qu'il va rétablir l'ordre. Mais une partie de la gauche craint un coup d'État, une dérive autoritaire. Et en Algérie, c'est encore plus tendu. Les Français d'Algérie pensent qu'il vient sauver l'Algérie française, tandis que ses opposants le voient comme un dictateur en puissance. Pour résumer, il est vu en même temps comme le sauveur et comme le pire des dangers. Et De Gaulle, lui, il ne traîne pas. À peine arrivé, il obtient les plans pouvoir. Pendant l'été, il fait rédiger une toute nouvelle constitution. Et ensuite, il la soumet directement au vote du peuple. Sa méthode est limpide. Pour sortir de la crise, il faut carrément changer les règles du jeu. Et le résultat du référendum, c'est un véritable plébiscite. 80% des Français disent oui à sa nouvelle constitution, celle qui fonde la 5e République que l'on connaît aujourd'hui. C'est un soutien absolument massif qui lui donne une légitimité en béton. Et cette vague de soutien, elle ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, il est élu président de la République avec plus de 78% des voix. Avec ce double soutien, celui du référendum et celui de l'élection, il a les mains totalement libres pour agir. En clair, il a un chèque en blanc pour réformer la France. Ok, la Maison France est remise en ordre de l'intérieur. Maintenant, De Gaulle s'attaque à son autre grand chantier, redonner à la France une place, une voix qui compte sur la scène mondiale. Alors sa stratégie, elle est super intéressante parce qu'elle joue sur 2 tableaux à la fois. D'un côté, il ancre solidement la France dans le projet européen. C'est un membre fondateur de la CEE, le futur de l'Union européenne, et la réconciliation avec l'Allemagne est déjà bien en marche. Pour lui, l'Europe, c'est la garantie de la paix et un moteur de prospérité. Mais, et c'est ça toute la particularité gaulliste, cet ancrage européen ne veut pas dire soumission, surtout pas aux États-Unis. Il veut une France indépendante.
Et ça se traduit par des actes très forts, le développement de la bombe atomique, des grands projets industriels comme le Concorde, et surtout la sortie du commandement militaire de l'OTAN. Le message est clair, la France est une alliée, oui, mais pas un suiveur. Alors, on pourrait se demander comment la France finance tout ça. Eh bien, il faut se souvenir qu'on est en pleine 30 glorieuses. Le pays connaît une croissance économique folle. Pour donner une idée, entre 1952 et 1969, le salaire réel des Français a tout simplement doublé. C'est cette prospérité qui donne au gouvernement les moyens de ses ambitions. Mais voilà, cette belle mécanique si bien huilée, cette république forte dirigée par un homme providentiel, va se heurter à un mur qu'absolument personne n'avait vu venir, celui de la jeunesse. Mai 68. Juste ces deux nous, et tout est dit. C'est une déflagration. Ça part des universités, ça gagne les usines. C'est une immense vague de contestation qui paralyse le pays entier et qui fait trembler le pouvoir gaulliste sur ses bases comme jamais auparavant. En fait, ce qui se joue en mai 68, c'est avant tout un choc des générations, un vrai fossé. Pour la génération qui a connu la guerre, De Gaulle, c'est le héros, le sauveur de la patrie. Mais pour les jeunes nés avec le baby-boom, il représente un pouvoir vieillot, autoritaire, un monde dont ils ne veulent plus. C'est simple, ces deux France-là ne parlent plus la même langue. Sur le moment, De Gaulle arrive à reprendre la main et à surmonter la crise. Mais il sent bien que quelque chose s'est brisé. Alors, 1 an plus tard, en 1969, il organise un référendum sur un tout autre sujet. Il le perd. Et là, coup de théâtre, il démissionne dans la minute. Pour lui, s'il n'a plus la confiance du peuple, il n'a plus de raison de gouverner. Et c'est comme ça que se termine ce chapitre incroyable de transformation. De Gaulle a laissé derrière lui des institutions solides, une France modernisée, c'est incontestable, mais la grande question qui se pose, c'est de savoir si ce modèle, forgé pour répondre aux crises d'après-guerre, était vraiment armé pour affronter les nouveaux défis sociaux et culturels qui pointaient le bout de leur nez. C'est une question qui, encore aujourd'hui, mérite d'être posée.